Bonjour à tous, je suis docteur Camille Louis, je suis PH en réanimation à Sainte-Anne et je vais vous parler de la dépression post-réanimation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de la réanimation, une chambre de réanimation, ça ressemble concrètement à ça. Vous avez un patient qui est concrètement un peu attaché partout, avec beaucoup de tuyaux, un tuyau dans les bronches pour l'aider à respirer, des cathéters dans les veines et les artères pour les médicaments. Souvent, il est sédaté et souvent contentionné, dans un contexte évidemment de détresse vitale et de défaillance d'organes. Autour du patient va s'organiser beaucoup de groupes d'intervenants. Vous avez tout d'abord la famille, qui peut être les parents si le patient est jeune, les enfants et le principal aidant qui est souvent le conjoint. Et puis tout autour, la prise en charge médicale, paramédicale va être effectuée par plusieurs groupes de professionnels de santé. Il faut savoir que la mortalité moyenne en réanimation, c'est environ 20%, donc c'est quand même vraiment très important. Donc vous vous doutez bien que cet environnement-là est source de stress, de souffrance et d'anxiété pour le patient et la famille. Et quand bien même il survit à la réanimation, en fait, le processus de guérison est très long parce que, en fonction de sa défaillance initiale et le nombre de jours d'hospitalisation, il va y avoir des séquelles. Il va y avoir des séquelles motrice, notamment il va perdre beaucoup de muscles, donc le retour à la marche peut être très difficile. On peut lui avoir fait des lésions buccales en l'intubant en urgence, donc il y a des bris dentaires, il y a des escarres au niveau des points de pression, au niveau des pieds, au niveau du sacrum. Donc tout ça quand même un processus de guérison qui est extrêmement compliqué pour le patient, mais également pour la famille, avec plusieurs plaintes qui vont être apportées dans les suites de la prise en charge en réanimation. Et donc depuis quelques années, en fait, est venu le syndrome post-réanimation, qu'on appelle PICS, qui en fait regroupe concrètement toutes les plaintes que le patient peut exprimer après la réanimation, et notamment l'atteinte physique, l'atteinte cognitive et l'atteinte psychiatrique de ces patients-là. Il faut savoir aussi qu'il y a une entité qu'on appelle le PICS Family, qui aussi est pour les familles de patients hospitalisés en réanimation. Et donc on sait maintenant que ces patients-là et leurs familles vont présenter une mortalité plus élevée à la suite de la prise en charge en réanimation. Ils vont avoir une qualité de vie nettement diminuée. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à reprendre le travail. Et donc il va y avoir un stress financier qui va se surajouter à toutes les souffrances déjà décrites. Et puis il va y avoir des suivis multipliés au milieu hospitalier, etc., etc. Donc un enjeu assez important. Et quand on regarde spécifiquement l'atteinte psychiatrique dont la dépression fait partie, en fait, on se rend compte que c'est rarement isolé. Vous avez souvent une atteinte qui est multiple, avec une plainte cognitive, une plainte fonctionnelle, et en fait, ça continue dans le temps. Et donc, sur les études qu'on voit, donc c'est des suivis à 1 an, il y a une proportion franchement non négligeable de patients qui sont encore symptomatiques à plus d'1 an après la sortie de réanimation. Et quand on regarde spécifiquement toutes les atteintes psychiatriques, vous avez entre guillemets 3 grosses atteintes. C'est la dépression dont on parle aujourd'hui, mais aussi et souvent très fréquemment associée l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique assez fréquent et classique en post-réanimation. Quand on regarde spécifiquement la dépression, il y a une étude qui est assez intéressante de 2018, une très grosse étude qui a pris tous les patients qui étaient hospitalisés au moins 24 heures en réanimation, donc il y avait 26 centres, puis ils les ont recontactés 1 an après, donc c'est à peu près 5000 patients. Et en fait, quand on regarde les caractéristiques, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces patients-là, ils ne sont pas restés très longtemps en réanimation, ils sont restés en médiane 2-3 jours, et le score de gravité qu'on appelle le score Apache, donc en gros qui nous permet de prédire entre guillemets le risque de mortalité chez les patients quand ils arrivent dans les premières 24 heures de réanimation, il est équivalent à 15, et donc concrètement c'est pas un chiffre très élevé parce que ça va vers plus de 100. Donc en tant que réanimateur, on se dit en fait ces patients ils sont pas si graves. Donc peut-être à tort, on se dit ils vont plutôt bien supporter, ça va aller très très bien quand ils vont rentrer à la maison. Et en fait non, à 1 an, on se rend compte qu'il y a 30% de ces patients-là
qui ont des symptômes authentiques de dépression avec un degré de sévérité différent. Et ça, plus d'un an après leur passage en réanimation qui a été plutôt assez court. Pareil pour toutes les dépressions qu'on a déjà décrites aujourd'hui. Il y a un gros impact sur la mortalité à moyen terme. Et donc, sur les patients qui ont été identifiés avec des symptômes de dépression avaient un risque de mortalité beaucoup plus important dans les 2 années qui suivent leur hospitalisation en réanimation par rapport aux autres, à gravité équivalente initiale, l'âge, les comorbidités, etc. etc. Alors, maintenant qu'on a décrit ce syndrome post-réanimation, on essaie de voir un petit peu si on peut le traiter et le prendre en charge. Malheureusement, il y a peu de données issues de la littérature scientifique sur qu'est-ce qui peut être efficace, comment bien les cibler et les identifier. Il y a clairement, moi, j'ai pas trouvé d'essai thérapeutique médicamenteux sur l'intérêt d'un traitement antidépresseur spécifique sur notamment la dépression post-réanimation. Il y a quelques essais d'intervention ciblée. Alors, on parle de milieu réanimation, donc c'est vrai que pour vous, ça vous paraît peut-être évident, mais en tout cas, l'intervention d'un psychologue en réanimation à la phase aiguë est bénéfique. Donc, on a dû avoir une étude en réanimation pour le prouver. Donc, ce qui avait prouvé en 2011 que on avait réussi à non pas réduire le diagnostic de dépression, mais à réduire la prise médicamenteuse antidépression à 1 an à la sortie de notre réanimation. Donc, quelque chose d'intéressant pour nous, réanimateurs, à mettre en place. Et puis, on s'est dit, bon, maintenant qu'on connaît le syndrome de post-réanimation, on va essayer de les identifier, de les prendre en charge. Et donc, il y a eu une étude qui est sortie très récemment par le professeur Charchat, qui est une étude interventionnelle qui a comparé le suivi systématisé des patients tout sortant, pour quelle que soit leur pathologie, de réanimation, et vont les suivre à plusieurs temps donnés spécifiques avec un réanimateur, un psychologue et une assistante sociale, en se disant bon, on va prévenir et traiter au mieux ce potentiel syndrome de post-réanimation, et puis on va comparer à un groupe qui n'a pas été vu pendant 1 an, et puis on les recontacte à 1 an pour voir un petit peu comment ça va, et puis on a essayé de voir, de mesurer si notre intervention a été bénéfique sur la qualité de vie. Et là, catastrophe, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on rend les gens plus anxieux et déprimés quand on les reconvoque régulièrement à la maison. Donc merci Tarek d'avoir prouvé ça. Pourquoi peut-être qu'en avançant un petit peu et en regardant le design de l'étude, sans vouloir la critiquer trop méchamment, peut-être qu'on se dit que en fait, on ne répond pas aux attentes et aux demandes des patients, qu'il ne faut peut-être pas convoquer tout le monde, essayer de les identifier, les prévenir, les mieux cibler ces patients, puis surtout essayer d'adapter cette intervention post-réanimation aux demandes et aux plaintes spécifiques de chaque malade. Donc pas d'intérêt sur une consultation standardisée, mais ça nous a quand même peut-être aidé sur pas mal de choses à mettre en place dans notre réanimation pendant la phase critique et en post-réanimation. Donc typiquement pour la prévention, on est en train de mettre un livret de bord qui est écrit par la famille, les soignants et les patients quand ils sont conscients, en tout cas qui peuvent récupérer. Donc ça, il y a un intérêt assez net sur la prise en charge et notamment la prévention du PTSD. Donc ça a déjà été assez démontré. On a réussi à avoir un temps de 75% pour une psychologue en réanimation. Donc c'est aussi très important. Ça a mis plusieurs années, mais on y a réussi. Et puis on essaie de travailler par des formations et autres, des retours sur notre communication entre patients soignants et familles soignants. Et puis pour la suite, essayer de faire ce dépistage et puis de prendre en charge les patients qui ont un syndrome post-réanimation. Donc là, on a essayé de mettre en place quelque chose d'un petit peu plus spécifique et personnalisé avec une HDJ post-réanimation. Donc on essaie de cibler ces patients-là qui sortent de réanimation tout en essayant
de trouver les personnes qui pourraient être à risque d'un syndrome post-réanimation. Donc il y a quelques facteurs de risque qui sont identifiés, mais c'est très différent en fonction des papiers, mais notamment les comorbidités psychiatriques se reviennent très souvent comme un facteur de risque de développement de dépression post-réa. Et donc ces patients-là, on les reconvoque, nos patients à nous du GHU, mais également ceux de réanimation qui sont partenaires, notamment Cochin et l'HEGP. Et donc, on essaye d'être attentif à leurs différentes plaintes, de faire les dépistages aux besoins s'il y a une plainte. Et puis, on travaille étroitement avec nos amis psychiatres, notamment le docteur Attali, pour nous aider dans la prise en charge notamment de la dépression post-réanimation. Donc, je vais lui laisser la parole pour en parler un petit peu plus. Merci beaucoup Camille et merci aux organisateurs pour cette invitation à cette journée très intéressante. Donc moi je suis psychiatre, je travaille à cheval sur le pôle Neurosyntane, donc avec les neuroanimateurs, et sur le pôle de psychiatrie Paris 16 dans le service du docteur Galarda. Et donc j'ai la chance depuis 2 ans de travailler initialement sur des consultations post-réanimation où on sollicitait un avis psychiatrique pour certains patients. Et depuis peu sur cet hôpital de jour qui permet cette évaluation pluridisciplinaire des patients qui sortent de réanimation et pour leur proposer des soins personnalisés en fonction de leur attente, en fonction du besoin. Alors, je ne vais pas ajouter grand-chose au super topo de Camille. J'ai simplement une slide sur les regards très croisés qu'on peut avoir sur cette dépression post-réanimation et les enjeux qu'on peut nous voir en psychiatrie et qu'on peut travailler avec nos différents partenaires du pôle neurosciences. Donc, tout d'abord, comme l'a dit Camille, il y a vraiment un enjeu très important autour du dépistage précoce de cette dépression post-réanimation. Vous l'avez compris, c'est très fréquent. Les chiffres de prévalence sont même plus importants que dans la population générale. Comme dans toute forme de dépression, il y a les conséquences qu'on connaît, la souffrance, l'impact socio-professionnel, la qualité de vie, le risque suicidaire, etc., etc. Mais là, en plus, il faut se dire que c'est parfois intriqué avec des troubles cognitifs post-réanimation, parfois impliqué aussi avec des handicaps moteurs post-réanimation. Donc ça nécessite quand même cette évaluation pluridisciplinaire. On pourrait essayer d'identifier des facteurs de risque, mais comme l'a dit Camille, la littérature elle est assez molle à ce sujet. Ce qui revient souvent, c'est des antécédents psychiatriques. Ce qu'on remarque, c'est que c'est les patients qu'on voit à l'hôpital de jour, c'est qu'en effet, certains avaient des pathologies psychiatriques, parfois qui étaient non traitées, voire non diagnostiquées, mais comme même des troubles bipolaires assez sévères. Donc voilà, on essaie de rectifier les choses. Il y a aussi souvent des facteurs de stress environnementaux avec des événements de vie négatifs qui ont pu survenir les quelques jours ou les quelques semaines avant la réanimation. On peut même d'ailleurs se poser la question de l'intrication entre ces facteurs de stress et la raison d'aller en réanimation, au-delà de la dépression. Par exemple, une rupture d'anévrisme, par exemple un AVC. Il y avait David Calvé qui avait parlé à la dernière journée des regards croisés et qui mettait en avant ce lien entre événements de vie négatifs et risque de survenue d'AVC. Donc, voilà, c'est des questions qui sont très pertinentes. Mais il y a des patients qui n'avaient pas de problème psychiatrique en amont et qui développent des vrais troubles psychiatriques, soit des troubles anxieux, soit des troubles dépressifs, soit par exemple, c'est dans les troubles anxieux, mais des PTSD, des syndromes de stress post-traumatique. Et donc ça fait le lien avec le deuxième enjeu qui est de comprendre les mécanismes sous-jacents. Et là-dessus, la littérature elle est encore plus pauvre. On n'a pas beaucoup de données sur pourquoi certains patients vont développer des dépressions post-réanimation, alors même que les mécanismes qui sous-tendent la dépression dans la population générale sont finalement assez proches des mécanismes qui peuvent être mis en jeu quand on va en réanimation. Au-delà de la cause qui nous pousse en réanimation, le séjour en réanimation, comme l'a dit Camille, c'est un moment de stress majeur, stress psychique, mais aussi stress physique. On peut être intubé, on peut avoir des cathéters, la lumière n'est pas celle du ciel, c'est parfois tout le temps allumé, etc. Donc tout ça, ça a un impact évidemment biologique qui rejoint les voies de la dépression. On sait que dans la dépression, l'axe du stress, l'axe corticotrope, il est perturbé. Il y a des phénomènes inflammatoires qui peuvent sous-tendre certaines dépressions. Et tout ce stress, toute cette inflammation peut aussi abîmer l'hippocampe, bloquer ce qu'on appelle la neurogenèse. C'est la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Toute notre vie, on fabrique des nouveaux neurones. Et donc, dans la dépression, on sait que cette neurogenèse, elle est impactée, qu'on fabrique moins de nouveaux neurones, qu'on a des plus petits hippocampes, du coup. Donc l'hippocampe, je ne l'ai pas dit, c'est une structure qui est centrale dans la mémoire et dans les émotions. Donc dans la dépression, c'est très important. Et donc voilà, avec l'équipe de psychiatrie avec qui je travaille, notamment le docteur Plaz, et en partenariat avec l'équipe du professeur Oppenheim, qui est le service de neuroradiologie, on se pose ces questions-là de l'impact de la dépression sur l'hippocampe,
mais aussi de comment ça peut être restauré par certains traitements interventionnels en psychiatrie, comme les ECT ou comme la eskétamine. Là, on pourrait se poser la question de est-ce que la réanimation va impacter cette neurogenèse et fait le lit finalement de ces dépressions qu'on voit ensuite. Donc ça peut être une question intéressante pour ces prochaines années. Et enfin, le troisième enjeu, évidemment, vous l'avez compris, c'est de proposer des thérapeutiques adaptées. On a parlé aujourd'hui beaucoup des traitements qui vont être finalement assez spécifiques en fonction des différents âges. Il faut faire attention aux comorbidités, aux effets secondaires, etc. Et bien là, on est vraiment face à ça aussi. Ces patients-là sont parfois très fragiles, parfois il s'agit de patients âgés. Ils ont parfois des traitements médicamenteux non psychiatriques qui sont assez lourds, donc il y a un risque dans cette polymédication d'effets secondaires qui se majorent. Et donc, les recommandations sont claires. Face à une dépression qui est d'intensité modérée à sévère, il y a une indication à mettre en place un traitement antidépresseur, mais ça peut être parfois compliqué chez ces populations-là, donc il faut prendre tout ça en compte. Il y a une autre perspective qui est la stimulation cérébrale non invasive, notamment par ultrasons. C'est une technique qu'on a développée au GHU avec un laboratoire de physique, qui s'appelle le laboratoire de physique pour la médecine de Paris, qu'on teste actuellement dans la dépression non réanimatoire, qui s'avère être très facile à mettre en œuvre, bien toléré, et donc on étudie maintenant l'efficacité. Et c'est des traitements qui n'ont pas les effets secondaires des médicaments. Et l'ultrason permet pour la première fois de stimuler les régions profondes de façon complètement non invasive, donc sans chirurgie, sans acte invasif. Vous voyez, c'est une machine qu'on met dans une pièce médicale. Donc voilà, à voir si à moyen terme, ça pourrait être également intéressant sur cette population particulièrement fragile de patients post-réanimation. C'est tout. J'en profite pour vous remercier et également tous les collaborateurs qui permettent ces regards croisés au quotidien au GHU. Voilà, merci beaucoup.